Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir toujours à l'écoute de nos programmes. Un moment exceptionnel, dispositif exceptionnel. Le club de la presse d'Africa numéro 1, Une heure pour convaincre, emprunte aujourd'hui les studios de Radio Gabon et s'ouvre à différents médias pour relayer un discours venant visiblement tordre le cou à la rumeur. Aussi, notre invité, un habitué des studios et des caméras, sera-t-il soumis aux questions de Sner Ange Pombo de Télé Africa, François Nzengue et Hélène Chimambo de Radio Gabon, Martial Chibinda de Gabon Télévision et Timothée Mémé et Jérémy Gustave Nzamba que je suis d'Africa numéro 1 pendant une heure d'horloge. Avec Alain-Claude Billet-Binzé, porte-parole de la présidence de la République gabonaise, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous allons décortiquer les grands sujets d'actualité avec au premier plan le discours du président de la République prononcé à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Gabon célébré le 17 août dernier. La situation socio-économique-politique qui prévaut dans le pays, avec de multiples sorties en guise de soutien à Ali Bongo Ondimba que l'on encourage à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle en 2016, alors qu'une bonne frange de la population se montre insatisfaite de l'action des autorités gabonaises qui, selon elles, n'ont pas réussi à traduire globalement en actes leurs promesses, la mobilisation de l'opposition autour de Jean Ping, malgré les querelles d'ego au sein de l'Union nationale qu'il a rejoint après avoir quitté le Parti démocratique gabonais, le PDG, les mesures qualifiées d'électoralistes par bon nombre de Gabonais d'Ali Bongo Ondimba, au nombre desquels la nouvelle grille salariale de la fonction publique, intervenue dans un contexte économique marqué par la baisse vertigineuse du principal produit d'exportation, le pétrole sur le marché international, et, monsieur le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, cette Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2017, qui suscite déjà moult commentaires. Monsieur le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, bonjour. Bonjour, Jérémy Zamba. Alors, à vos marques, prêts, partez, allons nous dire si nous étions sur les pistes. Et d'abord, ce discours à la nation intervenu, fait unique dans l'histoire, le jour même de la célébration de la fête de l'indépendance. Les rumeurs sont allées dans tous les sens, allant jusqu'à l'évocation des questions sécuritaires. Vous démontez? Et quelles explications donnez-vous à cette innovation, pour le moins inattendue? Je vous remercie de cette opportunité que vous nous offrez pour, encore une fois, essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres. La fonction qui est celle de porte-parole, c'est en effet de tenter de traduire dans des mots qui soient le plus simples possible, compréhensibles par tous, la pensée du chef de l'État, la pensée du président à un moment donné. S'agissant de la célébration du 55e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, beaucoup d'activités ont été menées. Et bien entendu, à cette occasion, un des moments forts, c'est le discours de la nation du chef de l'État. Évidemment, de mémoire de nombreux compatriotes, c'est un discours qui a souvent été prononcé dans la nuit du 16 au 17. Et le fait de ne l'avoir pas fait cette fois-ci a suscité quelques commentaires. Il n'y avait en ça aucune difficulté liée au problème de sécurité. Ça n'avait aucun rapport. La présidente de la République a publié un communiqué qui a été diffusé sur les antennes de Gabon Télévision et d'autres antennes pour indiquer que l'agenda extrêmement chargé du chef de l'État dans la journée du 16, parce que n'oubliez pas que nous avions jusqu'à présent coutume de célébrer le 17 août, comme on dit, en démarrant par un certain nombre d'activités le 16. Des activités protocolaires, des activités de commémoration, d'hommage aux illustres prédécesseurs, le président Léon Mba et maintenant le président Omar Bongo Ondimba, qui sont tous partis maintenant. Pour cette année, après le dépôt de la gerbe au mausolée Léon Mba, comme de coutume, il y a donc eu la cérémonie de remise des décorations et un certain nombre d'autres
audiences que le chef de l'État a dû accorder, liées notamment à ces célébrations. À la suite de quoi, il s'est rendu à Franceville pour procéder au même geste, s'agissant donc de la mémoire du président Omar Bongo Ondimba, et là-bas aussi d'autres rencontres, d'autres audiences. C'est pour cela qu'on avait anticipé pour indiquer que le chef de l'État s'exprimerait et parlerait à la nation le lendemain 17. Parce qu'en tout état de cause, c'est le 17 qui est le jour de l'indépendance. Et ce message qui était adressé la veille, c'était pour libérer le chef de l'État au vu des autres cérémonies du lendemain. Cette fois-ci, il a choisi, en tenant compte de ce que je viens d'indiquer, de s'exprimer directement devant le parterre d'invités qui étaient là et de livrer son message en direct à la télévision pour toute la nation. C'est ce qui a été fait. Il n'y avait donc en cela aucune raison sécuritaire, aucune rumeur à aller chercher, autre que la volonté de remplir consciencieusement un certain nombre de devoirs liés aux commémorations et d'ensuite s'adresser à la nation. Et, en définitive, c'est ce que nous avons compris par la suite. Indépendamment de ce que je viens d'indiquer, le chef de l'État mettait la dernière main à son message, la dernière touche à son discours, et ça a été donc la surprise pour différents collaborateurs qui l'ont accompagné dans l'élaboration de l'axe de son discours, mais là, sur un certain nombre d'éléments, c'était la surprise totale. Parlons justement, monsieur le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, de ce discours qui était très attendu des Gabonais. Beaucoup de compatriotes d'Ali Bongo Ondimba se disent insatisfaits parce qu'ils attendaient très certainement un discours de rupture. Nous nous rendons compte que le président de la République gabonaise a certes évoqué certaines réalisations, il a également reconnu certaines faiblesses, parmi lesquelles l'habitat et le logement, mais le président de la République est allé jusqu'à faire don. Don, par exemple, de son héritage. Alors, monsieur le porte-parole de la République gabonaise, cela est diversement commenté par les Gabonais. Est-ce que nous pouvons avoir des précisions sur ce qui a motivé cet acte? Vous évoquez plusieurs sujets. Vous dites que les Gabonais étaient insatisfaits du discours. Un discours n'a pas vocation à apporter satisfaction à tout point de vue. Un discours a vocation à soutenir une orientation voulue par celui qui prononce. Le chef de l'État a donc dressé une sorte de bilan. Bilan de son action à la tête de l'État depuis maintenant 6 ans. Mais ce bilan a été dressé dans un contexte donné. Le contexte de célébration d'une fête de l'indépendance. La fête nationale, c'est un moment d'union, de communion, de commémoration, et c'est aussi un moment de souvenir. Et c'est pour ça que, si vous avez bien suivi dans la progression de son discours, il y a eu tout un temps qui a été consacré à rendre hommage aux prédécesseurs, à rendre hommage aux pères de la nation gabonaise, à rendre hommage aux pères de l'indépendance. Et il a reconnu que les prédécesseurs ont posé les fondations de l'État. Les prédécesseurs ont petit à petit construit une nation à partir, l'a-t-il dit, d'une mosaïque de peuples et de traditions pour arriver aujourd'hui à ce que nous sommes. Et que notre responsabilité à nous, pas seulement la sienne en tant que chef de l'État, mais celle de la génération que nous sommes, est de nous situer sur cette trajectoire et d'aller plus loin. Plus loin en confortant la place du Gabon au niveau du Conseil des Nations et à embrasser les grands sujets de l'heure, la lutte contre les changements climatiques, l'environnement, la lutte contre les grandes endémies et pandémies, les droits humains, la lutte contre les discriminations, etc. Donc, embrasser les grands sujets sur lesquels l'humanité nous attend. Et le Gabon apporte sa contribution, notamment on va aller au COP21 avec une contribution concrète du Gabon. Et ensuite, il a fait le bilan de son action. Sur ce bilan, il y a effectivement des choses pour lesquelles le président a manifesté une certaine satisfaction. D'autres sur lesquelles il a dit effectivement que les choses n'ont pas beaucoup avancé. Mais il y avait un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est qu'en définitive, toutes les réformes mises en œuvre, toute la stratégie mise en place vise un seul objectif, améliorer le quotidien de ses compatriotes et aboutir à un bonheur partagé. C'était le fil conducteur. Ensuite, vous évoquez la question du don. Oui,
c'était une décision forte. C'était une décision inattendue. Inattendue par les observateurs, inattendue par les partisans, inattendue par les contradicteurs et opposants. C'était une surprise. Mais pour ceux qui le connaissent bien, ça ne devrait être qu'une demi-surprise. Tant la volonté chez lui d'aller au contact de l'autre et de faire en sorte que l'autre arrive à être soulagé de sa peine, cette volonté est constante chez lui. Donc c'était une demi-surprise pour les uns et les autres. La question qui se pose ensuite et qu'on a entendue depuis là, c'est comment ça va se manifester. Comment ça va pouvoir se faire? Est-ce que ce n'est pas un coup de bluff comme on l'a entendu? Est-ce que ce n'est pas un coup de poker? Est-ce que ce n'est pas un coup de com'? Est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité. C'est une réalité, il l'a décidé et il va le faire. Il ne peut pas avoir pris un tel engagement public le jour de la célébration de l'indépendance du pays, suivi par le monde entier, et ne pas pouvoir le réaliser. Ce serait une faute et il ne commettrait pas cette faute-là. Monsieur le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, une question de Timothée Mémé. Excusez-moi, monsieur le porte-parole, d'insister sur ce don. Quel crédit accorder à une telle promesse de don? Est-ce que cela ne serait pas comme vous le dites si bien, ce bluff qui risque de se solder en une sorte de coup d'épée dans l'eau? Qu'est-ce qui... On a vu de par le passé des promesses du genre qui n'engagent que ceux qui la reçoivent, les 5000 logements. Est-ce que ce n'est pas cela un gadget de campagne? Mais monsieur Mémé, je suis étonné que vous introduisiez une telle confusion. Vous avez d'un côté un engagement qui est pris par l'État et dont la mise en œuvre ne dépend pas que de celui qui prend l'engagement. Lorsqu'un chef d'État dit on va faire 5000 logements, c'est un engagement qui doit être mis en œuvre par toute une administration, tout un gouvernement, une chaîne de responsabilités qui peuvent aller à l'infini. Là, vous dites, qu'est-ce qui prouve que? Alors que mettez-vous en doute qu'il possède effectivement de quoi donner, qu'il a envie de donner, ou que ce qu'il a donné n'existe pas. Tous ces éléments sont réunis, ce qu'il a à donner existe. Cela existe, c'est à lui. Il dit, ma part à moi, je la donne. Qu'est-ce qu'il faut mettre en doute? Il n'aura pas de part? Et cette part est estimée à combien? Elle est connue? Non, mais ça, c'est un autre débat. Commençons par le doute qu'on semble vouloir introduire. Sa part à lui, elle existe. Si elle n'est pas définie aujourd'hui, elle existera quand tout cela sera terminé. Il a bien une part qui va lui revenir, sauf s'il n'est plus le fils d'Omar Bongo, sauf si on estime qu'il n'est pas dans cette succession, il y est. Et donc, il dit, moi, ma part, je la consacre à la jeunesse gabonaise. Ensuite, vous dites, il y a eu des promesses par le passé. A-t-il déjà fait une promesse à titre personnel, le concernant lui, et qu'il n'a pas tenu? Donc, ne confondons pas les choses. Il y a ce que l'État doit faire et que l'État est en train de faire dans certains domaines avec moins de réussite que dans d'autres, mais en tout état de cause, c'est des engagements tenus. Vous me dites par le passé, 5000 logements. Jérémy venait de parler de l'augmentation des salaires. C'était un engagement, c'est réalisé aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que ça ne devrait pas permettre de se dire, puisqu'il a réussi à réaliser ceci, il peut aussi, pour ce qui le concerne, lui, c'est son argent, c'est son héritage, et il dit, je le donne. Donnons crédit, acte, et observons dans les prochaines semaines, les prochains mois, comment ça va évoluer, comment on va dire, attendons le maçon au pied du mur. Mais ne commençons pas à mettre le doute là où quelqu'un s'engage sur ses deniers propres. C'est à lui, c'est à personne d'autre. Si tant que ce don sera matérialisé, pourquoi ne pas faire dans le structurant plutôt que d'imaginer un don à la jeunesse? Mais pourquoi est-ce que c'est structurant? Ça semble quand même assez... Mais monsieur, assez vous ne l'avez pas écouté. Vous ne l'avez pas écouté et c'est dommage parce que cette émission, plutôt ce discours, a été rediffusé plusieurs fois. Il a été imprimé dans la presse. Non seulement il a dit que sa part d'héritage, il la consacre à la jeunesse gabonaise, mais il a dit comment il la consacre à la jeunesse gabonaise. Il met en place une fondation, jeunesse éducation. Il crée une université sur le site actuel abritant la résidence d'Omar Bongo Ondimba, à côté du camp de Gaulle. Donc c'est du concret. L'université, c'est du concret. Il ne s'agit pas de dire, il y a au Gabon 600 000 jeunes, voici ma part, on la divise à autant de jeunes et chacun reçoit son petit pécule. Ce n'est pas cela.
c'est de faire en sorte que ceux-ci deviennent concrets, matériels, par un édifice, des enseignements sur des orientations précises. Et la gestion va être confiée à une fondation, avec conseil d'administration, de manière tout à fait transparente, de sorte que les uns et les autres puissent, le moment venu, de s'informer sur qu'est-ce qui est dans la fondation, ça représente combien et comment tout ceci est géré. C'est l'objet de cette fondation. Mais monsieur Alain-Claude Bié-Binzé, il y a un problème. C'est-à-dire que là où le doute naît, c'est quand les Gabonais se projettent très certainement dans l'histoire. Sous feu Omar Bongo Ondimba, il avait été institué un fonds des générations futures, dans lequel on aurait injecté la somme de 250 milliards de francs CFA. Jusqu'à ce jour, la gestion de ces 250 milliards de francs CFA n'a pas été rendue publique aux Gabonais. Mais alors, votre information n'est pas complète. Premièrement, vous n'êtes plus une génération future. Donc c'est un fonds pour les générations futures, ça ne vous concerne pas, ça ne me concerne pas. Nous le gérons pour les générations futures, premièrement. Deuxièmement, c'est un fonds dont la gestion est tout à fait transparente. Il y a eu mise en place, d'abord ça a été une loi, avec des décrets. Le fonds a été logé à la Banque centrale. Et c'est un fonds qui a été rémunéré à 0,4% d'intérêt à la Banque centrale. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, une fois élu, a indiqué qu'une partie de ce fonds d'abord était maintenant transformé en fonds souverain de la République gabonaise. Et une partie de ce fonds devait donc servir à financer le Fonds gabonais d'investissement stratégique qui existe avec un conseil d'orientation, avec un conseil de surveillance composé de parlementaires, donc des élus de la nation, composé également de membres du gouvernement, dont de gens qui sont aujourd'hui habilités à gérer les deniers publics, l'argent de l'État. On ne va pas appeler tout le monde, 1 800 000 habitants, faire un conseil pour dire, venez, voici ce que possède le fonds et voici comment on le gère. Ce fonds est géré en toute transparence et y compris avec des institutions internationales qui surveillent. Donc ce n'est pas un engagement pris à la légère. Maintenant, encore une fois, nous confondons ce que fait l'État à travers ce fonds que nous évoquons et ce que décide de faire le citoyen Ali Bongo avec son argent à lui. Vous n'avez aucun exemple par le passé, aucun, d'un engagement personnel qu'il ait pris et qu'il n'ait pas tenu. Aucun. Donc, arrêtons ce doute systématique sur les engagements publics. Cet engagement du chef de l'État, lorsqu'il dit « je mets la part qui me revient à la disposition de la jeunesse gabonaise, je mets cette part dans le cadre d'une fondation Jeunes et Éducation. Et on va mettre en place, on va créer une université pour mieux former la jeunesse. » Cette décision elle est prise pourquoi, M. Zamba? Le constat qui est fait par le chef de l'État et que chaque Gabonais peut partager, même s'il est vrai que les résultats du second tour ont amené le résultat global du baccalauréat à 60%, mais le premier tour c'était à 18%. Et sur les 18%, c'est une catastrophe 18% au premier tour, sur les 18%, 0 mention très bien. D'accord? La compétition qui s'ouvre pour le siècle que nous vivons, nous irons à cette compétition avec quelle élite? Donc aujourd'hui, notre pays est en difficulté sur quelle élite nous mettons sur le marché du travail et en concurrence avec les autres États pour que demain le Gabon arrive à trouver toute sa place. C'est une interrogation forte. Et les seuls problèmes d'infrastructure ne peuvent pas suffire à justifier la catastrophe que nous vivons actuellement. Et après on a dit c'est parce que les enseignants sont mal payés. Vous savez que ce n'est pas vrai. Que dans notre pays, puisque vous évoquez ce qui se passe au Gabon, que dans notre pays, les enseignants font partie des agents de l'État les mieux payés. Et donc aujourd'hui, ce constat fait, le chef de l'État, indépendamment de ce que fait l'État. Je suivais l'autre jour une émission sur une chaîne internationale de radio où un compatriote intervenait pour dire qu'en 6 ans, Ali Bongo n'a conçu aucune salle de classe. Comment peut-on détester son pays à ce point? Comment peut-on arriver à dire de telles inepties sur une chaîne de radio internationale? Donc, indépendamment de ce que fait l'État, il y a ce que lui, l'homme, Ali Bongo, a décidé de faire pour la jeunesse gabonaise. Attendons,
Cette décision a été prise il y a moins d'une semaine. En moins d'une semaine, l'université ne va pas pousser comme un champignon. Attendons de voir comment ces mesures vont être ensuite actées. D'abord, la création de la fondation, avec son conseil d'administration. Ensuite, la mise à disposition des ressources. Et ensuite, la création de cette université. Ce sont donc des actes qui vont être posés au fur et à mesure qu'on va évoluer. Ce n'a rien d'électoraliste. Monsieur le porte-parole. François Nzengue. Oui, merci, porte-parole. Lorsque le chef de l'État invite ses compatriotes qui auront bénéficié du soutien de l'État ou de leurs parents à faire preuve de générosité et de solidarité, à qui fait-il allusion? Mais à chacun de nous d'abord. À François Nzengue? À chacun de nous. Ce n'est pas que l'État. Le chef de l'État, dans son discours, a dit que sa conception à lui, c'est lorsqu'on a bénéficié de la générosité de parents ou de l'État, en retour, on doit pouvoir se montrer généreux vis-à-vis de ceux qui en ont besoin, surtout dans un moment difficile. Mais c'est une conception tout à fait bantoue. C'est une conception tout à fait bantoue. On aime à rappeler le propos d'Omar Bongo Ondimba qui rappelait que lorsqu'un Gabonais va à la chasse, tout le village partage le gibier. Bon, évidemment, ce qu'ajouterait Ali Bongo, c'est que oui, mais le Gabonais, nous allons tous à la chasse. Il faut que ceux qui sont en âge et qui sont valides se lèvent aussi pour aller à la chasse. Il ne faut pas qu'ils restent à dormir au village, attendre que d'autres aillent à la chasse et venir ensuite partager le gibier. Donc, lorsque quelqu'un dans nos familles a un tout petit peu réussi, nous le voyons tous les jours dans nos familles, on se fait la courte échelle, on aide les autres. Et qu'aujourd'hui, l'État a le devoir de faire la courte échelle aux générations qui vont arriver, mais pas que l'État. Que tous ceux qui sont parvenus à des responsabilités importantes, qui ont bénéficié du soutien de l'État, que ceux-là, en retour, fassent quelque chose. Donc ça concerne tout le monde. Martial Tchibinda. Oui, monsieur le porte-parole, vous suivez également les réseaux sociaux comme nous. Est-ce que toute la polémique, finalement, qui est soulevée autour de cet héritage et cette décision du chef de l'État n'est pas issue d'une situation pas très clairement définie, justement, par rapport à, on peut dire, la paternité ou la maternité de cet héritage? Par exemple, la controverse qu'il y a, qui semblerait avoir entre griffes, sur la paternité de cet espace qu'est Oyo, également sur les 2 immeubles en France qui seraient légués à l'État gabonais. Est-ce que le passé ne nous rattrapera pas? Lequel est passé? Par rapport justement à ces immeubles. Vous voulez parler des biens mal acquis. Voilà. Bien. Vous voyez là où l'idéologie occidentale réussit, c'est qu'elle met dans notre bouche à nous les mots qu'elle a choisis. Nous sommes nous-mêmes en train d'appeler cela bien mal acquis sans qu'aucune preuve n'ait été apportée à quelque niveau que ce soit que ça a été mal acquis. Là, nous sommes sur des questions de droit. C'est-à-dire que la charge de la preuve appartient à l'accusation. Ceux qui disent que ça a été mal acquis n'ont jamais apporté la preuve. Ça fait 8 ans maintenant que ça dure. En 8 années, aucune preuve n'a été apportée que ces hôtels particuliers ont été acquis avec l'argent de l'État gabonais. Deuxième chose, en supposant que ça a été acquis avec l'argent de l'État gabonais, la famille, les enfants d'Omar Bongo disent nous on cède ça à l'État. Je pensais donc que toutes les ONG allaient pouvoir applaudir cette décision. Nous sommes étonnés de cette polémique. Mais cette polémique, elle existe pourquoi? Parce que c'est devenu un sujet politique. Les fameux biens dits mal acquis, c'est un sujet politique, ce n'est pas un sujet de droit. Ce n'est pas juridique, ce n'est même pas moral. Parce que si c'était moral, ça se serait appliqué d'abord à tous les chefs d'État africains. Aujourd'hui, ça ne concerne que 3 d'entre eux. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que les 3 chefs d'État du Gabon, du Congo et du Cameroun qui possèdent des biens en France? Deuxièmement, prenons même le cas du Gabon. Est-ce qu'il n'y a que la famille Omar Bongo qui possède des biens en France? Qu'en est-il des biens de tous ceux qui ont dirigé le pays avec Omar Bongo et qui, eux aussi, en France, ont certains des hôtels particuliers, d'autres des appartements, des voitures, etc. Pourquoi on ne parle jamais de leurs biens à eux? Est-ce qu'eux, ils ont apporté la preuve que leurs biens ont été bien acquis, pour ainsi dire? Donc vous voyez que ceci est chargé d'idéologie. Mais si nous prenons la logique des biens mal acquis, M. Tchibinda,
3 siècles pendant lesquels, au nom de la mission de civilisation, il y a eu l'esclavage. 3 siècles pendant lesquels il y a eu la colonisation, à l'issue desquels il y a eu les indépendances octroyées, mais avec tous les autres accords de coopération. Et les contrats léonais qui ont été signés entre certaines puissances et les États africains au lendemain des indépendances. Mais tout cet argent a enrichi les États occidentaux. Mais les premiers biens mal acquis, c'est ça. Mais qui pose ce débat? Donc, faisons attention à jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec ces débats. Et si on doit juger Omar Bongo sur sa gestion pendant 42 ans, c'est tous ceux qui ont géré avec lui le pays qu'il faut mettre devant les tribunaux. C'est ensuite tous ceux qui ont contribué de près ou de loin en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs économiques, en tant qu'acteurs de coopération qu'il faut aller interroger. Aujourd'hui, une décision est prise. La famille dit, nous cédons pour le franc symbolique à l'État. Pour que l'État gabonais, donc à travers l'État, le peuple gabonais puisse en bénéficier, en jouir. Je pensais que les gens allaient applaudir cela. Non, les gens n'applaudissent pas. Vous savez pourquoi? Parce que cette décision du président Ali Bongo enlève aux uns aux autres leur raison d'exister. Avec quoi Sherpa va continuer à exister? Avec quoi certaines ONG au Gabon vont continuer à exister et à voyager sous le dos de je ne sais trop qui va continuer à payer leur séjour à l'étranger puisque le sujet n'existe plus. Et que là, il n'y a plus un sujet qu'on va agiter dans la presse et tout à coup on vous dit non, ce n'est pas faisable. Mais au nom de quoi ce ne serait pas faisable? Au nom de quoi? Au nom de la justice française? Mais elle est rendue au nom de qui? Au nom du peuple français. Et donc, vous voudriez me dire, vous, Gabonais et journalistes, que le peuple français, au nom duquel la justice française est rendue, serait donc au-dessus du peuple gabonais, qui aurait décidé donc d'accepter ce don du chef de l'État et de la famille. On va donc établir la hiérarchie des peuples et des justices. Est-ce que c'est à ça qu'on doit aller? Une préoccupation, monsieur le porte-parole, à présent de Ange Sina Pango. Monsieur le porte-parole, on va rester dans ce domaine-là, je veux dire sur ce pan consacré à cette forte décision annoncée par le président de la République en ce qui concerne le legs de son héritage à la jeunesse gabonaise, pour revenir un peu sur ce qui est devenu un débat, même sur la sémantique, parce qu'au lendemain du discours du président de la République, il y en a qui ont estimé qu'on n'est pas dans le domaine de la donation, mais plutôt de la restitution, en s'appuyant sur ces révélations faites il y a quelques mois par Mediapart, mais qui la permet de la restitution... création de Delta Synergie, qui organiserait depuis des années une forme de prédation, qui capterait les richesses du Gabon. Donc, selon certains, on n'est pas dans le domaine de la donation, mais plutôt de la restitution, comme si c'était finalement normal. Est-ce que vous partagez ce point de vue? La restitution voudrait dire 2 éléments. Le premier, il existe un bien qui aurait donc été, on va dire, acquis de manière malhonnête et qui appartiendrait donc, deuxième élément, à quelqu'un d'autre identifié. Ensuite, qu'il y ait réclamation de ce bien ou alors qu'il y ait un jugement pour restitution. Aucun de ces éléments n'est réuni. Aucun. La seconde chose, monsieur, c'est que nous devons faire extrêmement attention. N'oublions jamais que nous agissons dans un pays en fonction des lois de notre pays et que nous n'agissons pas au Gabon en fonction des lois d'un autre pays, que ce soit la France, les États-Unis ou le Canada. À chaque pays, ses lois. Est-ce que le fait au Gabon d'avoir des participations au sein d'une entreprise est interdit par la loi gabonaise? C'est d'abord la question qu'il faut poser. Si c'est le cas, alors faisons actionner la loi gabonaise et les tribunaux. Si ce n'est pas le cas, laissons aux gens qui veulent faire des élucubrations de soins de passer leur temps à ça. Il faut bien que chacun remplisse sa journée. Il y en a qui remplissent une journée à travailler, et il y en a qui la remplissent à pérorer, et il y en a qui la remplissent dans les réseaux sociaux. À chacun la manière d'utiliser son temps, ou si vous voulez, de perdre son temps. Monsieur le porte-parole, qu'est-ce que vous dites de ces Gabonais qui ont l'habitude d'avancer qu'il y a plein de délits d'initiés? Monsieur,
entre avancer une chose et en apporter la preuve, c'est deux éléments tout à fait différents. Je rappelle que le président Ali Bongo a reçu au palais de la présidence de la République, devant des caméras de télévision, les responsables de Transparency International. Que le président Ali Bongo a commis 2 délégations. J'en étais pour aller rencontrer Transparency à Berlin. 2 délégations. Il y avait dans cette délégation le ministre gabonais de l'économie, le directeur général des impôts, le secrétaire général du ministère de l'économie, le directeur général du contrôle financier et d'autres. Pour leur dire, nous avons décidé dans notre pays d'introduire des éléments de changement de la gouvernance. Et nous avons besoin d'un accompagnement des organismes comme les vôtres, des ONG, qui nous critiquent, mais nous avons besoin que vous nous aidiez à mettre en place des législations qui aident à mieux lutter contre la corruption et à protéger l'État. 0. Ils ne sont pas venus. D'accord? Ils ne sont pas venus. Mais le président n'a pas attendu. Je rappelle quand même que déjà sous Omar Bongo, on a adopté un certain nombre de lois et de mesures. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas 3 semaines, on a adopté en Conseil des ministres un nouveau code, un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale qui permettent aujourd'hui à ce qu'il y ait de meilleures investigations dans ces domaines-là. Qu'il y ait eu par le passé ou qu'il y ait encore aujourd'hui un certain nombre de situations malencontreuses ou de situations délictueuses, il faut en apporter la preuve et les dénoncer. Personne n'encourage cela. Mais pourquoi veut-on faire le procès d'Ali Bongo? Parce qu'il a décidé de céder sa part d'héritage à la jeunesse. Et ne fait-on pas le procès de ceux qui, eux, pire qu'Ali Bongo, ont géré aux côtés de Omar Bongo, se sont enrichis et n'en ont rien fait. Et certains d'entre eux aujourd'hui critiquent même Ali Bongo. Là, vous ne leur posez pas la question. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que voici un pays où on va demander à un enfant de justifier l'origine de la fortune de son père. Vous, votre enfant, serait-il capable de justifier où est-ce que vous avez acheté votre costume, comment vous avez acquis vos lunettes, comment vous avez acquis votre voiture? Est-ce que ce que vous léguez à vos enfants, ils en sont responsables? Est-ce qu'ils vont devoir demain, eux, justifier la manière dont vous avez acquis cela? Mais c'est quelle justice qu'on veut établir? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de faire? C'est-à-dire que, alors que le monde entier salue cette décision, alors que les opinions publiques en Afrique et ailleurs saluent cette décision, nous, au Gabon, on en est à pérorer, on en est à ergoter, on en est à polémiquer sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Parce que de toutes les façons, il n'aurait pas pris ces décisions, que personne ne serait allé chercher cet héritage, c'est le sien. Personne ne serait allé le lui prendre, c'est le sien. Il n'aurait pas décidé que personne ne serait allé le lui prendre. La preuve, qui a pris celui des autres là qui se baladent partout et qui critiquent? Qui leur a demandé des comptes? J'ai entendu l'autre jour M. Iwangu émettre des critiques sur l'acte posé par le chef de l'État. Mais M. Iwangu, quand il se fait offrir une voiture par M. Ping, il ne demande pas d'où vient l'argent qui a acheté cette voiture. Tout le monde sait comment s'est enrichi M. Ping. Mais c'est en étant au pouvoir aux côtés de Omar Bongo, en étant de la famille d'Omar Bongo. Et grâce à cette implication au sein de la famille, on sait comment il s'est enrichi. Donc quand il offre cela à Iwangu, ancien magistrat, pourquoi ne refuse-t-il pas? Et pourquoi veut-il que le peuple gabonais, la jeunesse gabonaise, aille refuser le fruit d'un héritage de quelqu'un qui dit « Moi, ma part d'héritage, je la cède à la jeunesse ». Vous savez pourquoi il y a cette polémique? Non. Ben, je vais vous expliquer pourquoi il y a cette polémique. Parce que, encore une fois, il y a un argument politicien qu'Ali Bongo vient de leur enlever. Ce n'était pas son calcul, mais il se trouve que c'est un argument politicien qui est enlevé. Et que malheureusement, maintenant ils ont peur que les Gabonais leur disent « Bon, mais lui, il a fait, vous aussi faites ». Mais porte-parole, mais pourquoi attendre l'héritage des papas et non sa propre richesse à lui? Est-ce que le chef de l'État n'est pas aussi riche que d'attendre l'héritage des papas et donner au peuple gabonais? Monsieur, le chef de l'État bâtit, il construit, et lorsqu'il le décidera, lorsqu'il le jugera nécessaire, il le donnera. Mais il n'y a pas de honte à hériter de son père. C'est son héritage, ça fait partie de son héritage. Vous me dites pourquoi ne donne-t-il pas ce que lui-même travaille? Mais il est encore en train de travailler. Et je vous ai dit, et il a dit lui-même, de son vivant, lui ne va pas dire à un tel j'ai donné ceci, à un tel j'ai donné cela, à un tel j'ai fait ci. Mais moi qui travaille à ses côtés et qui suis témoin de certaines choses, je puis vous dire que des compatriotes qui bénéficient du soutien à titre personnel d'Ali Bongo, il y en a. Mais nous avons nous-mêmes reçu de la part du président
interdiction de pouvoir en parler. Voilà. Une question, une préoccupation d'Hélène Chimamou, parce que, monsieur le porte-parole, nous allons faire un peu dans le genre aussi. En parlant d'héritage, revenons un temps soit peu sur la résidence du camp de Gaulle, appelée encore par les Gabonais le palais d'Oyo. Beaucoup de Gabonais ont salué avec ferveur cette donation auprès de la jeunesse, quand on sait que le chef de l'État, il y a quelques années, lors des fêtes tournantes, avait annoncé la délocalisation ou du membre certains niveaux d'études de l'université Omar Bongo qui n'arrivent plus à contenir certains étudiants. Qu'en est-il de ces universités, premièrement? Et deuxièmement, il y a près de 20 ans, les Gabonais se sont vus fermer la foire. Est-ce que le chef de l'État n'a pas pensé à offrir aussi un cadre attractif aux jeunes Gabonais? Vous savez, madame, les loisirs font certainement partie de la vie. Mais il faut aussi faire un ordre de priorité. Et dans l'ordre des priorités à faire, entre offrir un lieu de loisirs et offrir un lieu d'éducation, de formation, de culture, il a fait la seconde option. Donc, le fait de mettre là-bas une université n'exclut pas que demain, on aille chercher un endroit où mettre une foire. Et d'ailleurs, ce que les Gabonais appellent la dune, et qui est fait pour accueillir un certain nombre d'installations à caractère culturel, commercial et autres, le port. Mais il y aura une foire de ce côté-là. Et les travaux vont reprendre dans quelques semaines. Mais je comprends tout à fait votre préoccupation. S'agissant de la question des universités annoncées pour leur délocalisation, oui, l'université Omar Bongo est saturée. Il y a quelque chose à faire. Mais l'université Omar Bongo, c'est l'État gabonais. Et l'État gabonais a pris des engagements et l'État gabonais doit tenir ses engagements. Il n'y a pas de lien à faire entre cet engagement de l'État et le fait que quelqu'un qui serait quasiment ici un mécène aille offrir une université. Si demain vous avez suffisamment d'argent et que vous décidez d'offrir une maison à des orphelins, on ne peut pas vous en faire le reproche parce que par ailleurs, vous êtes dans une position qui vous permet, qui vous aurait contraint à faire du logement social, mais dans votre vie privée, vous dites, moi je fais une maison pour les orphelins. C'est votre choix. Chacun est encore libre de faire de son argent ce qui lui semble bon. Et là, pour le coup, il a décidé de faire de son argent un instrument pour aider la jeunesse à mieux se former, à mieux se réaliser. Je ne demande pas forcément qu'on lui fasse des marques de soutien. Mais encore une fois, moi j'observe, je constate que c'est un acte unique. Beaucoup de personnes à travers le monde cèdent leur fortune, leurs biens à des fondations. Il y en a qui les cèdent à des animaux parfois de compagnie. Il y en a qui cèdent même leur corps à la science. Mais lui, il a décidé de céder son héritage pour la formation de la jeunesse gabonaise. Personne n'a songé à interroger la jeunesse. Les marches de soutien, c'est ce qui se fait. Jusqu'à présent, nous écoutons ce que disent les opposants. Jusqu'à présent, nous écoutons ce que disent les réseaux sociaux. Mais s'il y a l'université, ce n'est pas pour les opposants. Eux, ils ne vont plus y aller. C'est pour nos enfants à nous, c'est pour nos petits frères. C'est eux que ça concerne. Est-ce qu'on a pensé à les interroger? Est-ce qu'on a pensé à ce qu'eux vont penser de ceci? Non. On est dans nos petits débats à nous, qui nous font plaisir, mais ceux pour qui c'est destiné, est-ce que quelqu'un s'est arrêté pour les écouter? Mais monsieur le porte-parole, la résidence du camp de Gaulle regorge déjà un ensemble de cadres naturels pouvant abriter des parcs d'attractions pour cette jeunesse qui, souvent les week-ends, se lance au vice, soit à l'oisiveté, dans l'alcool. Et cette jeunesse, les week-ends, maintenant, ira travailler, prendre ses leçons à l'université. Vous avez dit qu'il y a des marches de soutien en faveur du président Ali Bongo Ondimba. Je ne l'ai pas dit. Mais nous allons évoquer quelque chose qui est peut-être contraire à cela. Attendez, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que je ne demande pas qu'il y ait des marches. Ceux qui veulent marcher peuvent marcher, mais ma mission ici n'est pas d'appeler les gens à faire des marches de soutien. S'ils veulent soutenir, ils le font. Mais je n'ai pas dit qu'il y avait des marches. Monsieur le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, les dernières élections partielles au Gabon, notamment dans la province du Volontem, dans le département du Ntem, plus précisément à Bitam, ont révélé que le PDG est en perte de vitesse, permettez-moi l'expression. Quelle est d'abord votre réaction par rapport à la chute d'un baobab? Lequel baobab? Mais un des ministres du gouvernement pas appartenant au PDG. Ce n'est pas encore un baobab, il vient à peine de commencer sa vie politique. Mais le baobab, c'est celui qui est parti dans l'opposition, M. Ndemezo. S'il faut parler de baobab, c'est bien lui. Pour tirer un parallèle, est-ce que le fait que M. Ndemezo Obiang ait rallié les rangs de l'opposition n'a pas
fait basculer les choses à Bitam? Je vous rappelle que nous parlons d'un siège, 3000 électeurs. C'est de ça que nous parlons. Et qu'il n'y a pas eu les 3000 votants. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons d'un siège sur lequel on disait que c'était un fief de l'opposition. Et nous faisons le constat quand même que le ministre Pasteur Ngouanem a été battu avec moins de 150 voix d'écart. D'accord? Nous faisons aussi le constat que le député élu, il n'est pas majoritaire. Et puisque l'opposition, souvent, pour contester la victoire d'Ali Bongo, nous dit Ali Bongo a été élu avec 41% des voix. Lorsqu'on additionne les voix de l'opposition, Ali Bongo est minoritaire. Et là, pour le coup, lorsqu'on additionne les voix de Pasteur Ngouanem et de l'autre indépendant, celui qui a été élu est minoritaire. Et là, tout à coup, personne n'en parle. Mais le constat, il est fait. C'est qu'on annonçait Bitam comme un fief de l'opposition. Et la preuve est faite que Bitam n'est pas un fief de l'opposition. Et que si le PDG se mobilise bien, s'il travaille bien, le PDG peut demain gagner ce siège, qui n'est pas de l'opposition. Ensuite, il faut relativiser cette victoire, parce que ce n'est qu'un siège de 2500 à 3000 électeurs. N'en faisons pas ce que certains ont voulu qualifier de point de départ de l'alternance. Vous savez, aujourd'hui, le changement au Gabon, c'est Ali Bongo qui incarne le changement. Lorsqu'on voit cette opposition, comment elle est construite, le changement il est incarné par Ali Bongo. Celui qui, aujourd'hui, arrive à impulser de vraies réformes pour transformer le pays, c'est Ali Bongo, ce n'est pas l'opposition. Donc le changement n'est pas une chanson. Le changement, c'est des faits, c'est la réalité. Et cette réalité, elle est aujourd'hui marquée par le fait que des réformes sont engagées pour transformer notre pays, mais de façon radicale. C'est ça le vrai changement. Ce n'est pas des péroraisons. C'est là Ange Pambo. Pour rester sur cette question politique, notamment en ce qui concerne ces élections partielles à Bitam, monsieur le porte-parole, il n'en demeure pas moins que dans le domaine du symbole, ça reste une victoire importante. Et d'ailleurs, l'opposition a vite fait de la mettre en relief et de saluer cette victoire. En 2009, Bitam restait le dernier rempart du PDG dans la province de Volontaire. Mais avec attendez. cette défaite du Parti démocratique gabonais, est-ce que cette province du Volontaire n'est pas définitivement perdue pour le pouvoir? Mais monsieur Pambo, vous partez de 2015 à 2009. Vous oubliez 2011 entre-temps au milieu et 2013 entre-temps. Mais 2011 et 2013, le Parti démocratique gabonais a remporté des élections dans le Volontaire. Donc ne les balayez pas comme s'il ne s'était rien produit. En 2009, dans le Volontaire, la majorité, une écrasante majorité, a voté pour le candidat André Baobam. C'est un fait. Mais en 2011, des gens se sont ressaisis. D'abord, l'absence de candidature de l'opposition. Ensuite, les gens se sont ressaisis. Ils ont voté pour le PDG. Et en 2013, malgré les candidatures de l'opposition, à travers les listes indépendantes dont tout le monde savait quelles étaient les listes de l'opposition, mais le PDG l'a emporté. Qu'il y ait eu cette défaite, il faut enregistrer, il faut en tenir compte. Oui, l'opposition a gagné. Mais nous, on n'a pas contesté la victoire de l'opposition. Elle a gagné avec la même liste électorale qu'elle conteste, avec la même loi électorale qu'elle conteste, avec le ministère de l'Intérieur qu'elle conteste, avec la Cour constitutionnelle qu'elle conteste, elle a gagné. Comme hier, elle a gagné à Mouila avec le même dispositif, elle a gagné au deuxième avec le même dispositif. Donc cette opposition, quand elle perd, la loi est mauvaise. Quand elle gagne, la loi est bonne. Faisons-en le constat. Monsieur le porte-parole, on s'avance vers 2016. 2016, année charnière des élections présidentielles. Le mois dernier, on a vécu des dissidences au niveau du PDG entre ceux issus du Mogabo et ceux issus Héritage Modernité. Comment le PDG aborde-t-il cette crise pour aborder les élections en 2016? Il n'y a pas de dissidence. Personne n'est sorti du parti. Personne n'est sorti du parti, mais il y a des querelles entre ceux du Mogabo et ceux issus de Héritage Modernité. Il y a quelques temps, M. Alexandre Barreau-Chambrier a annoncé dire les couleurs qu'il sera candidat en 2016. Mais madame, la plupart de ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition étaient des PDGistes. Et si votre mémoire est bonne, le PDG était parti unique. Et avec l'ouverture démocratique au Gabon, les partis politiques qui sont constitués l'ont été pour la plupart sur les gens qui sont partis du PDG, donc sur des dissensions ou des dissidences, comme vous dites, du PDG. Que demain, d'autres issus des rangs du PDG se présentent à l'élection présidentielle, ce sera déplorable. Parce que ça peut effectivement amener à faire en sorte que le parti se sente ici ou là fragilisé. Je ne vous dis pas que c'est une bonne chose.
Mais je vous dis simplement que le parti travaille à refaire son unité. Vous évoquez les différences ou les divergences entre héritage et modernité et Mogabo. Il n'y a jamais eu de divergence entre héritage et Mogabo. Héritage, Barreau Chambrier a fait ses déclarations contre le président Ali Bongo, pas contre le Mogabo. C'est pas contre le Mogabo. Nous, on n'a jamais fait une sortie contre héritage et modernité. Jamais. Donc c'est à lui de justifier ses positions. C'est à lui de dire ce qu'il en est. S'il est encore militant du PDG, qu'il le dise. S'il ne l'est plus, qu'il le dise. En tout état de cause, à titre personnel, ça ne m'engage pas. Voilà. Et au sein du Parti démocratique gabonais, il y a souvent eu des divergences de cette nature. Et puis, au moment venu, chacun se regroupe pour sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement du pays. Mais le parti n'a pas peur de perdre ses gros bolides qui rejoignent les camps de l'opposition? Madame, qui appelez-vous bolide? Mais Alexandre Chambrier a quand même été l'un des bolides du PDG. Mais madame, il est élu d'un arrondissement, comme il y a d'autres élus du PDG, d'autres arrondissements. Il n'est pas élu du plus grand arrondissement de Libreville, n'exagérons rien. Il y a des élites du PDG, il y a des cadres du PDG qui sont élus de sièges beaucoup plus importants que celui-là. Oui, c'est un compatriote, mais vous savez, dans la vie, personne n'est enfermé. Personne n'est enfermé. S'il veut prendre sa liberté et s'exprimer, il est libre. Ne m'opposez pas à M. Barreau, je ne suis pas là pour ça. Je vous dis une chose, c'est qu'au sein du Parti démocratique gabonais, le débat a lieu. Après, il y a des arbitrages. Si à l'issue de cet arbitrage, il décide de faire son chemin seul, certains certainement le suivront, mais encore une fois, je voudrais simplement dire que d'autres avant lui l'ont fait. Et l'expérience a montré que ça n'a pas toujours été très heureux. Maintenant, il est mieux placé que nous tous pour savoir ce qu'il a à faire. Moi, je ne suis pas sur un débat avec ce monsieur. Timothée Mémé. Mais monsieur le porte-parole, l'une des préoccupations seront évoquées, aussi bien par l'opposition que par les observateurs, les analystes politiques, c'est de revoir, retoucher la loi fondamentale, parce qu'il est désormais urgent de limiter les mandats présidentiels. Et puis on parle également de redécoupage électoral. Apparemment, vous au PDG, vous ne semblez pas être de cet avis. Je viens de vous dire que nous faisons le constat, que chacun de vous peut également faire, que cette opposition, lorsqu'elle gagne les élections avec cette même loi, la loi n'est pas mauvaise. C'est lorsqu'elle perd les élections que la loi est mauvaise. Je vous fais cette observation. Je vous dis encore une fois que ceci n'est pas tombé du ciel, c'est une construction. La loi électorale que nous avons aujourd'hui a été construite par ces gens-là aujourd'hui dans l'opposition. La loi fondamentale telle que nous l'avons avec la question des mandats et la question d'un seul tour de scrutin, ça a été construit par ces gens, hier au pouvoir, aujourd'hui dans l'opposition. Et qu'on ne peut pas changer les règles du jeu parce que c'est moi qui a changé de camp. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne change pas les règles d'un match de football en fonction du changement d'adversaire. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, chacun peut inscrire dans son projet politique son idée pour la démocratie gabonaise et soumettre au peuple. Si le peuple valide ce projet sera mis en œuvre. Pour l'heure, nous sommes à l'avant-veille d'une échéance importante. On dit qu'il faut toucher la loi fondamentale. Vous savez, tout ce qui est aujourd'hui, dès qu'on vous dit qu'on va toucher la Constitution, il y a des levées de boucliers. Pourquoi voulez-vous qu'on ait suscité des levées de boucliers dans un débat où personne, le peuple gabonais, ce n'est pas ce qu'il demande. Le peuple gabonais demande du travail, il demande de l'emploi, il demande qu'on s'occupe de ses soins de santé, il demande qu'on essaie d'apporter de l'eau et de l'électricité. Le peuple gabonais n'est pas sur la question de la loi fondamentale. Ce n'est pas son sujet aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut que le pays s'arrête parce qu'on veut faire plaisir à une petite classe politique qui veut changer les règles du jeu parce qu'en changeant les règles, elle peut espérer arriver au pouvoir? Nous sommes là pour le peuple gabonais. Et le peuple jugera. Le président Ali Bongo, s'il est candidat, le moment venu, proposera un projet. Et les Gabonais lui diront, tu as été au pouvoir pendant X temps, tu as travaillé comme si, ici nous ne sommes pas satisfaits, mais on continue quand même parce qu'il faut tenir la chance de. Tout comme ils peuvent lui dire, on ne continue plus. Mais il mettra dans son projet politique ce qu'il entend faire pour les années qui vont suivre sa réélection, que moi je souhaite. Est-il prêt à accepter et que les Gabonais lui disent qu'on ne veut plus de lui? Mais pourquoi refuserait-il? C'est une élection. Si les Gabonais font le choix de quelqu'un d'autre, pourquoi voulez-vous qu'il refuse cela? Monsieur le Mais porte-parole, de quoi est-ce que nous parlons? Monsieur le porte-parole, il se dit, selon certains médias, que vous avez un agenda personnel. On vous fait passer comme étant
c'est lui qui s'inscrit dans la logique de l'entrisme. Vous êtes entré dans le PDG pour mieux le saborder. Qu'en dites-vous? Selon certains médias. Oui. Bien sûr. Comment je suis rentré dans le PDG pour le saborder? On nous Vous appelle savez, le destructeur le du destructeur. PRT. Ah bon? Ah oui, Destructeur des partis. du Parti démocratique gabonais, du PDG. Qu'ai-je déjà détruit au PDG? Ben, on se dit, pour bon nombre de sympathisants d'autres partis, ils disent que vous êtes au centre du Mogabo et héritage et modernité. Certains vous soupçonnent de jouer un double jeu. Entre Voilà, qui et en qui? clair. Entre qui et qui? C'est-à-dire d'avoir des velléités De contrôle d'opposants du parti. et de l'autre côté, de jouer le jeu qui est le vôtre actuellement. Et vous le disiez à Lequel? vos fins. Celui de Vous voulez porte-parole. faire une OPA sur le PDG. Vous voulez avoir le contrôle du Parti démocratique gabonais. Si moi je peux avoir le contrôle du parti, c'est que le parti est contrôlable. D'accord? Donc moi je ne vois pas où est le problème. Pourquoi voudriez-vous que j'aille me battre pour avoir le contrôle d'un parti qui fonctionne, dont je suis membre? Je suis moi aujourd'hui membre du bureau politique du PDG et ça me suffit. Je ne cherche pas autre chose. Après que certains aient peur de leur ombre, moi je n'y peux rien. Moi je n'y peux rien. Que certains pourraient exister, voir les ennemis partout, je n'y peux rien. Mais moi, je n'ai aucun débat de cette nature. Mon engagement auprès du chef de l'État, Ali Bongo, est clair. Il sait quel est mon engagement à ses côtés. Et moi, je vous dis toute ma disponibilité. Si demain, il me dit, tu es membre du bureau politique, je veux maintenant que tu sois à tel endroit, je ne dirai pas non. Si demain, le président estime que je peux servir ailleurs, j'irai servir ailleurs. Mais de là à imaginer que je serai dans une forme d'entrisme, je ne sais pas trop quoi, mais écoutez, laissez les gens fantasmer. Nous allons un peu sortir de cette question pour en fait évoquer une autre. Est-ce que vous irez en vacances volontiers avec M. Bokoubé? Ah donc c'est de lui que vous parlez. C'est ça? C'est lui qui vous a dit ça? Les médias, c'est les médias qui en parlent. Mais je ne sais pas si nous avons les mêmes idées de vacances, mais c'était un aîné avec qui j'ai eu l'occasion de bien travailler lorsque j'étais porte-parole de la majorité, avec qui j'ai continué à bien travailler au sein du PDG. Nous avons quelques divergences d'approche, mais ce n'a rien de personnel. Ce sont des questions liées à la manière de penser que le parti peut fonctionner, mais c'est lui le secrétaire général du parti, et il donne une note d'orientation, je me soumets à la note d'orientation, point à la ligne. Les vacances, c'est des questions de choix personnels. Je vais en vacances avec mon épouse, mes enfants. Je ne vais pas en vacances avec quelqu'un d'autre. Nous allons sortir, monsieur le porte-parole, de cette préoccupation pour embrasser une autre avec Timothée Mémé. Monsieur le porte-parole, l'actualité, c'est également les contrariétés en matière judiciaire qui frappent le directeur du cabinet du président de la République, monsieur Maxence Combessi. Qu'en est-il de sa démission tant attendue lorsqu'on sait qu'au IBA également, dans les mêmes centrales judiciaires, il avait été cité, il avait simplement démissionné. Le IBA fait donc jurisprudence. On attend la démission donc de M. Maxence Combessi. Qu'en est-il? Mais puisque vous l'attendez, attendez toujours. Puisque c'est une vocation d'attendre sa démission, il faut attendre. Moi, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que, et je l'ai déjà dit, M. Combessi n'a pas à démissionner. Il y a une enquête préliminaire de police. Son nom a été cité dans une affaire qui remonte à une période où il n'était pas directeur de cabinet. Mais vous savez que demain matin, votre nom peut être cité dans n'importe quelle affaire au Gabon. Donc s'il suffit que votre nom soit cité pour que vous démissionniez, ils l'ont commencé en France. Jospin avait dit, une fois que le nom est cité, tu t'en vas. Et plus tard, ils ont constaté que ça pouvait décimer toute la classe politique parce que le nom peut être cité tous les matins. Ils ont dit la mise en examen. Donc ils sont allés plus loin dans la gradation. Et pour certains cas, la condamnation. Bien. Nous sommes à un niveau où le nom du directeur de cabinet, M. Combessi, est cité dans une enquête préliminaire pour des faits remontant à il y a 10 ans. Ali Bongo n'était pas président. M. Maxence Combessi n'était pas son directeur de cabinet. Et vous faites le parallèle à une histoire qui s'est produite alors qu'Ali Bongo était déjà président et son directeur de cabinet impliqué. Moi, je n'ai pas à rentrer dans ce débat. J'ai déjà donné la position de la présidente de la République là-dessus. M. Combessi n'a pas à démissionner. Et sa nomination, son maintien ne relève que du chef de l'État. Dans les fonctions publiques dans notre pays, il y a des fonctions électives. Député, sénateur, maire. Président de la République par-dessus tout. C'est le peuple qui choisit.
il y a des fonctions de nomination, comme ministre et autres, qui sont directement dans la gestion de l'exécutif. Le directeur de cabinet du président, c'est le seul choix du président. Demain matin, il peut choisir un autre directeur de cabinet, comme il peut maintenir celui qui est en poste s'il estime qu'il n'a commis aucune faute. Il n'y a aucune raison pour que vous attendiez sa démission. Et si vous voulez vraiment l'attendre, je vous en prie, allez-y, attendez. Monsieur le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, nous allons vers la fin de cette émission. Alors, le débat sur la CAN 2017 qu'organise le Gabon, je crois qu'il vous dit autant de choses qu'il en dit à vos compatriotes. Alors, le Gabon, croit-il réaliste l'organisation de cette CAN 2017 quand on sait qu'il y a plusieurs stades, par exemple, pour nous en tenir qu'à cela, qu'il y a plusieurs stades à construire? C'est le débat qu'on avait déjà dans ce pays avant la CAN 2012. Est-ce que ça ne vous fatigue pas d'avoir les mêmes débats? Avant la CAN 2012, c'était le débat. Est-ce que le Gabon est capable de? Est-ce que le Gabon pourra? Est-ce que le Gabon sait? Mais le Gabon l'a organisé. Co-organisé, certes, mais le Gabon l'a organisé. Mais au-delà du football, qu'est-ce que c'est la CAN? Pourquoi, à votre avis, M. Zamba, les pays se battent-ils pour organiser de tels événements? Ce n'est pas parce que leur équipe veut forcément remporter la coupe. C'est parce que c'est un projet structurant. À travers la CAN, on arrive à structurer le développement du pays. On l'a vu avec la zone nord de Libreville. Agondje a éclos, s'est développé par la CAN. On le voit avec d'autres pays qui ont organisé. Et demain, avec cette CAN que nous allons organiser, on va arriver à apporter des réponses à ce qui manque aujourd'hui dans le Haut-Lointain et dans le Goué maritime, et petit à petit dans d'autres provinces. Est-ce qu'il faut pour autant n'attendre que de telles compétitions pour agir? Non, mais c'est un facteur qui peut booster davantage. Mais vous savez bien, M. Jérémy Zamba, que la CAN 2012 a permis de mettre à niveau nos infrastructures, y compris de télécommunications. Et aujourd'hui, si le Gabon arrive à maintenant organiser de bons événements, c'est parce qu'au niveau de la CAN, on a bien investi. Et il faut continuer. Ce débat, je le comprends, mais il est surtout mené de la part de ceux qui, à tout moment, veulent exister par, on va dire ça comment, des contradictions qui ne sont pas nécessairement fondées sur des éléments objectifs. M. Tchibinda parlait des réseaux sociaux. Une étude qui n'est pas la mienne a montré que 95% de ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux sont des mécontents. D'accord? Mais les mécontents, là, ne répondent pas à 95% de la population. Donc, à ne regarder que les réseaux sociaux, on peut avoir le sentiment que ce pays peut basculer à tout moment. Mais le Gabon réel existe. Et le Gabon réel a besoin de la CAN 2017. Une question, monsieur le porte-parole de Martial Tchibinda, qui sera suivi de votre mot de fin. Monsieur le porte-parole, effectivement, vous évoquez très justement la CAN 2012, qui finalement a été une réussite malgré les craintes. Mais est-ce qu'on ne doit pas tenir compte aujourd'hui du contexte? Il y a un contexte socio-politico-économique qui est tout autre aujourd'hui. On parle par exemple du baril du pétrole, donc le contexte économique pour le Gabon assez difficile. Politiquement, on sait ce qu'il y a avec 2016. Qu'est-ce qu'il y a? Des élections. Politiquement, avec l'échéance, la présidentielle qui arrive en 2016. Alors, il y a... Mais vous pensez que qu'est-ce qui a changé, M. Tchibinda? Je veux vous rappeler quand même que lorsqu'on préparait la CAN 2012, l'échéance électorale, c'était 2012. C'était pas 2009. 2009, c'est parce que le président Omar Bongo est décédé, mais le mandat courait jusqu'en 2012. Donc nous avions le même contexte où on avait une échéance électorale en bout d'année. Nous avions un contexte économique encore plus difficile, puisqu'en 2009, au moment où on prépare la CAN, nous sommes à moins 0,5% de croissance. Aujourd'hui, même s'il faut réviser les prévisions de croissance, nous sommes largement au-dessus de ce taux. Ensuite, le contexte social. Il était autrement plus dégradé en 2009 et 2010 qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, je comprends. Mais encore une fois, lorsque nous avons des dirigeants, il existe un élément sur les marchés qu'on appelle la confiance. La confiance des marchés. La confiance des marchés, c'est un élément fondamental. Et ceux qui lancent ces polémiques savent aussi que dans la gestion des choses publiques de l'État, la confiance est un élément important. Donc, ils passent leur temps à chercher à éroder cette confiance et à faire peur au peuple, comme si les dirigeants ne faisaient que des mauvais choix.
les dirigeants ne font pas que des mauvais choix. Il arrive qu'il y ait des choix hasardeux. Il arrive des choix où on pensait obtenir des résultats tout de suite et ils se font attendre. Mais il n'y a pas que des mauvais choix. Et la CAN 2017, que nous avons eu quand même devant l'Algérie, que nous avons eu devant le Ghana, si l'Algérie, qui est autrement plus développée que nous, s'est battue pour avoir la CAN, ce n'est pas parce qu'ils avaient de l'argent à dépenser, c'est parce que la CAN permet au contraire d'investir dans les infrastructures. Donc, donnons acte à cela. À Port-Gentil, le stade, pour sa construction, c'est 1000 emplois que ça va créer à Port-Gentil. Idem pour Oyem. C'est des emplois que ça crée. Allez dire à ces compatriotes demain qui vont travailler, que vous travaillez pour rien, que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il faut tout faire pour créer de l'emploi. S'il faut aller chercher une deuxième canne derrière, il faut aller la chercher. Tout ce qui peut amener de l'emploi aujourd'hui au Gabon est bon à prendre. Voilà, nous étions donc en compagnie de monsieur le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, monsieur Alain-Claude Bilye-Binze, qui a très certainement un dernier mot envers ses compatriotes. Oui, je venais de parler de la notion de confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de l'État ne prend aucun engagement à la légère. Et l'engagement qu'il a pris, s'agissant de la jeunesse gabonaise, c'est un engagement qu'il prend après le constat que si rien n'est fait, et chacun peut observer toutes les dérives aujourd'hui et les maux qui menacent la jeunesse gabonaise, si rien n'est fait, ce n'est pas une question d'élection, c'est une question de génération. Et lui, lorsqu'il pense à son pays, il pense à la prochaine génération, même si d'autres passent leur temps à ne préparer que la prochaine élection. Ce qui montre bien la différence entre l'homme d'État Ali Bongo et les politiciens qui ne pensent qu'à leur élection. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, chers auditeurs d'Africa numéro 1, la radio africaine, c'est donc la fin de cette émission. Nous recevions le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, M. Alain-Claude Bilye-Binze. Avec tous nos confrères ici réunis, nous avons donc fait un tour d'horizon. Croyons-nous savoir de la situation socio-politique au Gabon. Monsieur le porte-parole, merci à nouveau et à la prochaine. Merci, à la prochaine.